Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Fanny Widley est née dans la ville de Nottingham, en Angleterre, vers mal 854. Sa mère est tragiquement décédée quand elle avait 4 ans. Son père, nommé John, travaillait dur, mais ne vivait pas dans de bonnes conditions. Alors, en 1864, il a emmené sa famille pour commencer une nouvelle vie en Amérique. C'était une bonne période pour s'installer en Amérique, car après la fin de la guerre de sécession en 1865, l'économie s'est développée et il y avait beaucoup de travail, surtout dans l'industrie manufacturière. Fanny a trouvé un emploi dans une usine. Bien qu'elle n'ait que 10 ans, elle avait déjà fait un travail similaire à Nottingham. C'était un bon poste pour elle. L'usine était à une courte distance de chez elle et le quartier abritait de nombreuses familles venues à New York pour travailler. Son père, cependant, savait qu'elle devait être instruite. Alors elle étudiait le soir et allait à l'école le dimanche. C'était une fille polie et charmante et, en grandissant, elle montrait toutes les vertus considérées comme appropriées pour une jeune femme à la fin du XIXe siècle. Elle est aussi devenue très attirante, mais malgré l'attention des jeunes hommes, Fanny ne sortait jamais. Elle se contentait de travailler, d'étudier et d'aider son père. Elle travaillait pour un fabricant de dentelles nommé Jean Marre. Il la trouvait très travailleuse, ainsi qu'amicale et appréciée de ses collègues. Cependant, en février 1869, alors qu'elle avait 15 ans, elle a accepté un poste dans une usine fabriquant des filets à cheveux, appartenant à un homme nommé George W. Watson. Monsieur Watson, 45 ans marié, avait 5 enfants, 4 filles et un garçon. Son entreprise se trouvait dans un bâtiment avec d'autres commerces à l'angle de la 1e et de la 11e rue Sud à Williamsburg, New York. Il n'avait que quelques employés, mais il avait prospéré ces dernières années grâce à l'augmentation de la demande de filets à cheveux. Monsieur Watson savait que Fanny était une jeune femme diligente et travailleuse, issue d'une famille respectable qui n'avait pas la chance de vivre dans les meilleures conditions. Il lui arrivait parfois de passer chez elle pour donner des instructions pour le lendemain. Mais ce n'étaient pas des visites d'un employeur attentionné prenant des nouvelles de son employé. Monsieur George Watson avait des intentions plus sinistres. Après 5 mois de travail à l'usine, Monsieur Watson demanda à Fanny de venir le voir dans son bureau. Elle ne comprenait pas pourquoi il voulait la voir, mais lorsqu'elle entra dans la pièce, il eut des gestes déplacés envers elle. Fanny rappela à Monsieur Watson que ce n'était pas le comportement d'un gentleman, mais il lui répondit que si elle ne cédait pas à ses avances, elle serait renvoyée de son emploi. Inquiète pour sa famille et sachant qu'il était difficile de trouver du travail sans recommandation, elle céda à ses exigences. Au cours des mois suivants, M. Watson la recherchait à chaque occasion. Les choses devinrent difficiles pour Fanny. Honteuse que son employeur lui ait pris sa vertu, elle quitta la maison de son père et s'installa dans un logement plus proche de son travail. Après avoir vécu dans 1 ou 2 endroits, elle alla s'installer chez une dame nommée Madame Woodhouse. Fanny, cependant, ne put échapper à son tourmenteur. Il possédait aussi un logement à New York. Sa maison étant à plus de 160 km à Hartford, Connecticut, il prit donc une chambre chez Madame Woodhouse. Finalement, Fanny se rendit compte qu'elle était enceinte. Elle en parla à M. Watson, mais il ne s'en soucia guère. Au lieu de cela, il lui donna une bouteille et lui dit que si elle en buvait le contenu, cela réglerait sa situation. Fanny fit ce qu'il lui avait dit et les effets provoquèrent une fausse couche. L'anxiété de cette épreuve et le malaise qu'elle ressentait à être constamment poursuivie par son employeur eurent un effet néfaste sur sa santé. Elle perdit du poids, son visage devint émacié et elle semblait beaucoup plus renfermée. Elle n'était certainement plus la jeune femme heureuse et pleine de vie qu'elle était autrefois. À sa pension, elle parlait à un gentleman nommé Henry Hyde. Il était veuf et d'un âge similaire à M. Watson. Malgré la différence d'âge, Fanny et Henry ont commencé à se fréquenter. Elle le trouvait très agréable et courtois, et après quelques mois, il lui a demandé sa main. Pendant la période où Henry et Fanny avaient été vus ensemble, M. Watson lui avait dit que si elle se mariait, il ne la courtiserait plus. Il avait même juré que c'était vrai en posant sa main sur la Sainte Bible. À présent, elle était désespérée de se débarrasser de l'insupportable M. Watson et comme Henry était un gentleman des plus charmants, elle accepta sa demande en mariage.
Peu de temps après, mademoiselle Fanny Weedley devint madame Fanny Hyde. Monsieur George Watson, cependant, ne tint pas sa promesse, et quelques jours à peine après le mariage de Fanny, il commença à la rechercher et à la suivre dans l'usine. Elle lui rappelait qu'elle n'était plus célibataire et qu'il avait promis de la laisser tranquille une fois qu'elle serait mariée. Ces paroles eurent peu d'effet. Quelques semaines après, Fanny retourna dans le bureau de monsieur Watson. Il l'accusa d'être une mauvaise femme et de partir avec un jeune homme qui travaillait dans le même immeuble. Elle lui dit que tout ce qu'il disait était faux, mais M. Watson insista et Fanny se retrouva bientôt dans la même situation qu'auparavant. Elle était très inquiète et décida qu'elle devait en parler à son mari. M. Henry Hyde était un homme honorable. Il était cependant quelqu'un sans influence. Néanmoins, il ne permettrait pas à M. Watson de manquer de respect à sa femme. Alors il l'a confronté et lui a dit qu'il allait informer la loi de ce qu'il avait fait. M. Watson le supplia de ne pas faire cela. Il dit que cela causerait une grande détresse à sa femme et à ses enfants, et il donna de nouveau sa parole qu'il cesserait de poursuivre Madame Hyde. Pendant quelques mois, le comportement de M. Watson envers Madame Fanny Hyde s'améliora. Parfois, il restait chez lui dans le Connecticut et ne venait à l'usine qu'occasionnellement. Quand il venait, il regardait toujours Fanny, mais ne l'invitait pas dans son bureau. Cependant, de façon assez inévitable, il ne put tenir sa promesse et après un certain temps, sa conduite déshonorante reprit. Fanny lui dit qu'elle en parlerait de nouveau à son mari, mais M. Watson répondit que si elle le faisait, il informerait son père et toutes ses connaissances qu'elle était une jeune femme aux mœurs légères qui avait séduit un homme marié respectable dans une relation inappropriée. En janvier 1872, Fanny acheta un pistolet avec l'aide de son frère. Elle avait l'intention de l'offrir à son mari comme cadeau. Plusieurs cambriolages ayant eu lieu dans la région, Henry craignait qu'il ne soit pas protégé en cas d'intrusion. Le jeudi 25 janvier, M. Watson demanda de nouveau à Fanny d'entrer dans son bureau. À ce stade, elle en avait assez de ces tourments qui étaient devenus une habitude non désirée. Soudain, elle eut une idée, mais le pistolet qu'elle avait acheté pouvait avoir d'autres usages. Assez petit pour être caché sur elle, elle pensa que si M. Watson tentait encore de la déshonorer, elle pourrait le menacer. Fanny n'avait jamais tiré au pistolet auparavant, mais elle pensait que le simple fait de l'avoir suffirait à le persuader de cesser ses agissements. Le lendemain, Fanny se rendit à l'usine, déterminée à ce que M. Watson n'insiste pas pour qu'elle se rende dans son bureau. Elle cacha le pistolet dans sa robe ce jour ordinaire. Les machines faisaient, comme d'habitude, beaucoup de bruit, rendant difficile la communication entre tout le monde. Il faisait très froid dehors et le personnel fabriquait activement les filets à cheveux. Encore une fois, M. Watson a appelé Fanny dans son bureau. Elle est entrée dans la pièce, mais cette fois, elle a refusé ses avances et est partie. Il l'a suivie dans l'escalier, l'accusant d'être une femme de mauvaise moralité, qui coucherait avec des hommes autres que son mari, et lui a demandé pourquoi elle le refusait maintenant. Le langage qu'il a utilisé était très inapproprié, surtout envers une femme mariée respectable. Fanny se retourna. Elle regarda droit dans les yeux M. Watson. Elle sortit alors le pistolet de sa robe et tira un coup. Il tomba au sol. Tremblante, Fanny le fixa. Elle avait tiré sur M. Watson à la tête et elle comprit qu'il était mort. Une dame nommée Marie Decker entendit le coup de feu et vint vers les escaliers. Elle vit M. Watson allongé, immobile, sur le sol. Quelques minutes plus tard, elle vit Fanny en train de sangloter. Elle lui demanda ce qui n'allait pas, et Fanny répondit que M. Watson avait causé sa perte et qu'elle lui avait tiré dessus. Fanny quitta alors le bâtiment. Quelques heures plus tard, accompagnée de son père, de son mari et de son frère, elle se rendit au poste de police du 5e arrondissement et déclara au sergent de service qu'elle avait tiré sur M. Watson et l'avait tué. Après avoir recueilli sa déposition et confirmé que M. George Watson était effectivement décédé, Fanny Hyde fut inculpée de meurtre. Le procès de Fanny Hyde débuta le 15 avril 1872 et fit la une des journaux. Tout New York semblait fasciné par l'affaire. Une jeune femme mariée avait tiré sur son employeur et l'avait tué. L'affaire était simple pour l'accusation. Fanny Hyde ne niait pas avoir tiré au pistolet. Les avocats de Fanny ne voyaient pas l'affaire comme étant à sens unique et ont construit une défense solide.
Ils ont soutenu que M. Watson avait été un séducteur de jeunes femmes innocentes, leur volant leur vertu. Ils ont expliqué au tribunal que Fanny avait maigri, était tombée enceinte et, craignant de perdre son emploi et sa réputation, avait cédé aux exigences du gentleman. Cela l'a laissée inquiète et anxieuse, ce qui a affecté son esprit. Ils ont informé le tribunal que sa famille avait des antécédents de maladie mentale, car son grand-père s'était donné la mort en se noyant alors qu'il souffrait de folie passagère. Ils ont affirmé que les épreuves subies par Fanny ces 3 dernières années l'avaient conduite à souffrir de la même condition. De nombreux témoins ont été appelés et chaque jour, les journaux relataient à soi le procès. La veuve de M. Watson, Eliza, a affirmé au tribunal qu'ils étaient mordant mariés depuis 18 ans et que son mari était l'homme le plus gentil et le meilleur. Les témoins de la défense ont raconté que Fanny était une jeune femme modeste, toujours vive et joyeuse, et qu'elle se comportait toujours de manière réservée. Ils ont ajouté qu'elle n'était plus elle-même depuis un bon moment, qu'elle avait perdu du poids et semblait toujours anxieuse. À 14h30 le 19 avril, la séance s'est terminée et le jury a été envoyé pour délibérer. 8 heures plus tard, ils ont demandé à être informés des définitions des infractions, meurtre au premier degré, homicide involontaire au troisième degré et homicide justifiable. Bien que ces dispositions de la loi aient été expliquées au cours du procès, le juge leur a envoyé des définitions précises. Les explications ont pu rassurer le jury, mais les 12 hommes n'ont pas trouvé d'accord sur un verdict. Le juge a rappelé le jury à minuit, mais le président a signalé qu'il ne parvenait toujours pas à un verdict, ce sur quoi tous s'accordaient entiers. Le juge les a de nouveau renvoyés, leur demandant de poursuivre les discussions sur l'affaire. À 7 heures du matin le lendemain, le jury est revenu dans la salle d'audience et le président a déclaré qu'il n'y avait aucune possibilité d'accord. Le juge les a alors libérés. On a révélé que 10 jurés déclaraient toi l'accusé non coupable de tous les chefs, tandis que 2 la jugeaient coupable d'homicide involontaire au troisième degré. Fanny Hyde a été libérée sous caution. Son procès est reprogrammé en janvier 1873. Fanny n'a toutefois pas comparu au tribunal. En mars de la même année, elle a été arrêtée et mise en prison en attendant une nouvelle date de procès. Étrangement, elle a de nouveau été libérée sous caution, 6 mois plus tard. Cependant, elle n'a jamais eu à faire face à un autre procès, car avant que la date de son procès ne soit fixée, Fanny Hyde a disparu. Ce qui lui est arrivé après sa libération reste un mystère. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.